propos. Un plateau qui sera essentiellement honorable puisque nous allons débattre de plusieurs questions. Mais cher Omar, on va commencer par un sujet qui intéresse tout le monde, c'est l'Assemblée nationale. Vous avez été députés tous les deux. Il y a eu quelques changements qui sont intervenus il y a quelques temps avec le changement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais avec également l'augmentation des commissions. Est-ce qu'en réalité, c'est par rapport pour s'adapter justement à la géopolitique actuelle, économique, sociale, etc., que l'Assemblée nationale a jugé nécessaire justement d'augmenter le nombre de commissions? Merci Abdoulaye. Vous savez, le changement qui est intervenu récemment à l'Assemblée nationale, c'est pas fortuit. Un travail a été déjà fait en 2012 avec le Forum civil du temps de Mbouch et nous avions à ce moment-là fait des propositions. Nous avons fait des travaux pendant plus de 2 mois et on a finalement conclu un document qu'on a proposé même à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu des nouvelles réformes à l'Assemblée nationale. Certainement, ce que les gens ont plus remarqué, c'est l'augmentation des commissions, avec la création d'autres commissions qui sont essentiellement des commissions qui sont nées de la grande commission de développement qui regroupait plus ou moins une douzaine de ministères. Aujourd'hui, il justifie l'augmentation de ces commissions-là par la nécessité de s'adapter aux réalités politiques et de se conformer aussi avec la vision du chef de l'État. L'une des problématiques que j'ai soulevées d'abord, en termes de vision, le président de la République récemment parlait de réduction du train de vie de l'État. Et on parle à l'Assemblée nationale qui augmente le train de vie de l'État par 3 autres commissions. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, à mon avis, quand je sortais, c'était une réflexion personnelle, nous aurions pu nous contenter d'avoir des sous-commissions dédiées. Des sous-commissions dédiées, c'est à savoir quoi? Vous avez la commission dont il parle aujourd'hui, essentiellement parle de développement des ressources minérales, une des commissions, mines et énergie. Et l'autre commission parle aussi de développement durable. Mais si vous prenez aujourd'hui dans la plupart des pays, il y a des sous-commissions dédiées à mines, énergie, pétrole, gaz, où les députés discutent, reçoivent les compagnies pétrolières ou reçoivent même les compagnies comme Petrosen, pour le cas du Sénégal, qui doivent proposer et montrer les projets de contrat pour rendre plus ou moins la redevabilité effective auprès du citoyen qui veut savoir quand même comment les ressources sont gérées. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'article 25 de la Constitution dit que les ressources appartiennent au peuple. Donc, il faut se conformer. Aujourd'hui, est-ce que la commission qui a été créée dans ce sens-là, est-ce qu'elle ne va pas juste être une commission de consultance? Parce que si on veut logique pour logique, si cette commission a été créée pour se conformer avec les réalités d'aujourd'hui, avec la réalité de l'exploitation de nos ressources minérales, les contrats pétroliers, gaziers et miniers doivent passer par l'Assemblée nationale pour être lus avec l'expertise nécessaire d'accompagnement des parlementaires et faire le travail nécessaire pour dire au peuple sénégalais, nous avons travaillé ensemble pour voir si des propositions dans le cadre de ces contrats-là ou l'exploitation de nos ressources. Le deuxième problème, l'autre problème que je vois aussi, l'augmentation de ces commissions a un coût. Le coût doit être justifié aussi. L'Assemblée nationale va tirer ses ressources. Ou l'article 60 dit qu'il faut nécessairement que quand il y a augmentation des ressources, que l'on puisse justifier les ressources viendront d'où. Et dans ce sens-là, pour moi, j'ai posé ces questions-là, mais je suis resté jusqu'à ma fin, jusqu'à présent, par rapport à ces questions-là. Plusieurs questions que vous vous êtes posées, mais Tcherno, bien avant même le vote justement en tout cas, portant un changement justement du règlement intérieur avec l'augmentation de commissions, vous avez déjà, vous, en ce qui vous concerne, tiré la sonnette d'alarme, alerté et par rapport à la non-nécessité d'augmenter justement ces commissions. Effectivement, Abdoulaye, je pense quand même que nous avons suivi un contexte assez particulier, le contexte qui a marqué le changement, les modifications du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est un contexte qui d'abord nous met dans la situation où l'Assemblée nationale venait de perdre ses prérogatives à travers la suppression du poste de Premier ministre. Il faut comprendre que avec la suppression du poste de Premier ministre, il y a une difficulté au niveau du contrôle parlementaire, parce que le Premier ministre, sa venue avec les autres membres du gouvernement pouvait permettre de gérer, de contrôler les questions transversales. Parce que vous savez, il y a des questions qui nécessitent
le regroupement de plusieurs ministères. C'est pourquoi, d'ailleurs, au niveau du gouvernement, au niveau de l'exécutif, il y a ce qu'on appelle les conseils interministériels. C'est justement pour gérer ces questions essentielles. Donc, avec la suppression du poste de Premier ministre, le gouvernement n'est pas présent avec le Premier ministre pour traiter certaines questions. Il y a également cette difficulté à faire des questions d'actualité, etc. Donc, ça veut dire tout simplement que l'Assemblée nationale, qui souffrait déjà de la possibilité de pouvoir gérer convenablement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, avait des difficultés. Donc, il fallait nécessairement renforcer les prérogatives essayer de s'adapter à la nouvelle situation. Nous pensions qu'à travers la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il s'agissait de voir comment l'Assemblée nationale pouvait, compte tenu de ce nouveau contexte, mettre en avant ses prérogatives, ce qui n'est pas le cas. Nous avons également un autre contexte qui est devant nous, c'est le budget programme qui est prévu pour 2020. Il faut dire que ce sont les directives de l'UEMOA depuis 2009. Le Sénégal devait l'appliquer en 2017. Maintenant, ça va être appliqué en 2020. Cela nécessite de nouveaux outils de contrôle de l'action gouvernementale. Ça ne sera pas le contrôle traditionnel que nous avons l'habitude de voir. Donc nous avions pensé, compte tenu de ces enjeux, l'Assemblée nationale allait mettre le focus sur des modifications qui puissent permettre aux députés de jouer convenablement leur rôle de représentants du peuple, ce qui n'est pas le cas. Donc nous avons été surpris de constater que sur l'essentiel, il n'a été que d'augmenter le nombre de commissions de 11 à 14 commissions. C'était quoi la finalité? En réalité, la finalité allait apparaître plus tard. C'est récemment avec la nouvelle session qu'on s'est rendu compte. C'était pour caser des partenaires politiques. C'était tout simplement pour permettre à certains leaders qui avaient intégré la coalition Benno Bokk Yakaar de pouvoir avoir une commission. C'est aussi simple que cela. Parce que dans les faits, est-ce que les commissions, le fait de multiplier les commissions peut permettre à l'Assemblée nationale de travailler davantage? Non, ce n'est pas prouvé. D'autant plus qu'il y a des commissions qui existent déjà qui ne font pas le travail. Il y en a deux au moins qu'on peut citer. Il y a la commission comptabilité et contrôle extrêmement importante dans la mesure où c'est une commission qui devrait éclaircir sur l'utilisation des deniers de l'État au sein de l'hémicycle. Cette commission ne fonctionne pas. Cette commission ne met pas sur la table de l'Assemblée nationale un rapport. Il y a la commission de délégation, qui est également une commission extrêmement importante parce que la commission de délégation, entre autres prérogatives, peut permettre de faire le suivi des lois votées et de les évaluer. Il y a eu des lois qui ont été votées, il n'y a pas eu de suite. La loi sur le tabac, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une suite? La loi sur les déchets plastiques, par exemple, est-ce qu'il y a une suite, etc. Donc, il y a du travail à faire. On met de côté ce travail-là, on ne met pas du génie à trouver des solutions sur cela, mais on augmente les dépenses, comme l'a dit Cheikh Omar tout à l'heure, on augmente les dépenses à la charge du contribuable sénégalais. Je pense que quand même c'est très 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 dommage. C'est pourquoi nous avions effectivement dit que ce n'était pas une modification qui va dans le sens de renforcer l'Assemblée nationale, mais c'est juste révéler, comme on a l'habitude de le dire, que nous sommes dans un espace politique où on gère des questions politiques, mais l'Assemblée nationale continue à être une chambre d'enregistrement pour l'exécutif, malheureusement. Une chambre d'enregistrement pour l'exécutif. Justement, on le sait, l'Assemblée nationale légifère. Nous sommes dans un contexte géopolitique assez particulier avec les menaces terroristes, mais également le Sénégal s'achemine vers la gouvernance économique du pétrole et du gaz. Maintenant, quel type d'Assemblée nationale devons-nous avoir concrètement? Oui, c'est ça la question la plus importante. Surtout face à l'exploitation de nos ressources. Je parlais des commissions dédiées. L'expertise est importante pour l'Assemblée nationale parce qu'aujourd'hui, pour ces questions-là, quand même, n'oublions pas que nous, on a anticipé lors de notre législature pour mettre en place le réseau pour la bonne gouvernance des ressources minérales, qui a fait un travail important pour le renforcement de capacités des parlementaires. Et ce que l'honorable dit est d'autant plus frais avec les commissions. Si les commissions fonctionnaient normalement, on n'aurait pas eu autant de floraison de réseaux au sein de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, aujourd'hui, le fait
quand on réorganise l'Assemblée nationale, ça ne veut pas dire augmenter, mais de rendre efficace. L'efficacité aurait voulu aujourd'hui, peut-être comme il l'a cité, la commission comptabilité pouvait simplement se retrouver sous une sous-commission économie, de l'économie et du contrôle budgétaire. La commission délégation pouvait se retrouver sous une sous-commission dans la commission des lois. Vous rendez les choses efficaces, vous donnez la possibilité, plus ou moins maintenant, aux députés de se consacrer aux questions sécuritaires, aux questions de l'enseignement, parce que vous allez les organiser de telle sorte qu'ils vont être plus aptes à travailler dans les questions les plus importantes. Vous avez parlé des ressources minérales qui sont importantes, mais aujourd'hui, le code pétrolier, quand il est arrivé à l'Assemblée nationale, il est passé comme lettre à la poste. Nous, au moins, on a eu la possibilité, lors du code minier en 2016, à travers le réseau, de pouvoir participer et de pouvoir impulser une nouvelle dynamique dans l'inclusivité du code minier, ce qui ne s'est pas passé avec cette assemblée-là dans le code des hydrocarbures. Bientôt, vous allez entendre que le code gazier va arriver à l'Assemblée nationale. Personne n'en a entendu parler et du jour au lendemain, ça arrive à l'Assemblée nationale. C'est pour dire qu'aujourd'hui, que l'Assemblée nationale ne joue pas le rôle nécessaire dont on a besoin pour une nation qui s'achemine vers des enjeux importants. Parce que autant vous allez attirer les investisseurs vers vous, autant vous attirez aussi des risques. Aujourd'hui, nous savons la situation au Mali, que l'État est presque en faillite. Vous avez ce qui se passe au Burkina. Aujourd'hui, un tiers du Burkina échappe au gouvernement burkinabé. Et ça pose des problèmes sécuritaires. Au Tchad, au Niger. Niger fait face à la montée de Boko Haram au Niger. Donc ça pose un problème. Et le G5 Sahel ne fonctionne pas comme il le faut, malgré toute la volonté de nos chefs d'État. Donc il est nécessaire aujourd'hui, au-delà seulement de voir l'exécutif ce rôle, c'est de voir comment nos parlementaires, et je ne parle même pas du Sénégal, mais de la sous-région, doivent participer à légiférer pour porter les préoccupations de leur peuple. Sinon, vous aurez toujours ce dysfonctionnement entre un régime présidentialiste fort, où une seule personne dirige et décide, et tout un peuple qui, des fois, ne se retrouve pas dans ce que cette personne-là fait au nom du contribuable. Et je pense que l'Assemblée nationale gagnerait. Il paraît qu'il y a une deuxième. Ils vont avoir d'autres réformes. Et j'espère que ces réformes-là vont être plus consolidantes et plus structurées. Et surtout, faire en sorte que le contrôle effectif ait lieu. Nous allons vers des budgets programmes. Il faut outiller les parlementaires pour pouvoir évaluer les ministères. Aujourd'hui, cette possibilité-là de pouvoir interpeller directement le ministre qui vient à l'Assemblée nationale n'est pas donnée parce qu'il faut que vous demandiez l'autorisation au président de la République. Nous avons eu le cas du port avec le problème de Nécotrans. On a voulu convoquer le directeur Cheikh Kanté, mais l'État a refusé. Et d'autres cas. Donc, à ce stade, est-ce que l'Assemblée nationale, c'est juste pour caser des alliés, ou est-ce que l'Assemblée nationale, c'est là pour travailler pour le peuple sénégalais? Et je crois que l'enjeu pour nous, et allant vers les élections de 2022, c'est de rendre l'Assemblée, la 14e législature, effective et qui réponde aux besoins quand même des populations. Et qui répondent aux besoins des populations. Et je rappelle à nos chers téléspectateurs qu'ils peuvent effectivement nous suivre sur la page Facebook Saint-Diville officielle, mais également sur YouTube, groupe des médias. C'est bien cela. Alors, Terno, nous avons tous entendu le raisonnement fait par l'honorable député Cheikh Omar Sy, mais on le sait, tous les députés ne sont pas des députés du peuple, quoi qu'on puisse dire. Maintenant, comment doit-on justement opérer pour avoir de dignes représentants du peuple, une Assemblée nationale qui sera l'Assemblée nationale de tous les Sénégalais, où toutes les lois, justement comme l'a dit Cheikh Omar, ne passent pas comme lettre à la poste? C'est un grand chantier. Je pense que c'est important aujourd'hui de savoir d'abord que l'Assemblée nationale peut jouer un grand rôle. Le problème, c'est que le peuple a l'habitude de dire que l'Assemblée nationale ne sert à rien du tout. L'Assemblée nationale, dans beaucoup de pays, en tout cas modernes, a toujours joué de grands rôles, surtout du point de vue du débat, du point de vue du contrôle parlementaire, etc. Si ce n'est pas le cas au Sénégal, c'est parce que, justement, nous avons un problème d'hommes. Ce n'est pas autre chose. Parce que j'ai l'habitude de dire que nous devons davantage rassembler cette masse critique. Nous avons besoin que ceux qui sont imbus de principes, qui veulent travailler pour les intérêts des populations, puissent davantage s'engager et se retrouver au niveau des sphères de décision. Parce qu'en réalité, l'Assemblée nationale, j'ai l'habitude de le dire, c'est un bâtiment qui est là depuis très longtemps.
la 12e législature, la 13e, demain la 14e, on aura le même résultat si on ne fait pas de sorte que les députés qui adhéreront, qui vont représenter le peuple sénégalais, ne soient pas imbus de principes, de valeurs, qu'ils soient là pour les populations et non pour leur chef de parti ou pour le président de la République. Tant que le chef de parti, sur ça, oui. Si tant que le chef de parti choisit cela et cela doit figurer sur les listes, est-ce que nous aurons une assemblée de rupture? Exactement. C'est-à-dire aujourd'hui, le problème ne se situe pas à ce niveau. Moi, j'ai l'habitude d'entendre que, ah oui, ce sont les chefs de parti qui choisissent, donc c'est normal que les autres leur soient redevables. Mais fondamentalement, aujourd'hui, en politique, est-ce qu'on interdit à qui que ce soit d'être chef de parti? Non. C'est-à-dire que ce n'est pas une porte fermée où on dit, par exemple, que les chefs de parti traditionnels doivent demeurer. Il ne faut pas créer d'autres partis ou d'autres mouvements, etc. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, quand, par exemple, nous formons notre parti ou notre mouvement et que nous allons vers le suffrage des populations, nous travaillons à les convaincre. Mais une fois dedans, c'est clair que nous avons, disons, un consensus sur certains principes. Il y a des lignes rouges qui sont visibles. Il y a des choses qu'on ne fera plus jamais. Il y a des choses véritablement que nous abandonnons. Donc je considère fondamentalement que c'est cette masse critique qui n'existe pas encore. Ces Sénégalais qui doivent en masse venir au niveau des sphères de décision. À partir de ce moment, je vous dis très simplement, que vous soyez dans la majorité ou dans l'opposition, il y a des choses qui ne se feront pas. Parce que nous avons eu l'expérience à l'Assemblée nationale sur des lois, des députés de la majorité ont eu l'audace de dire ça ne m'engage pas, je ne peux pas voter une telle loi ou je n'adhère pas à telle ou telle décision. Le problème, c'est que nous en avons 2, 3 ou 4 maximum. Nous n'en avons pas un nombre assez conséquent. Alors que ce sont des personnes qui avaient été choisies par le président ou qui avaient été choisies par le parti politique, mais ce sont des personnes qui savent ce qu'un député signifie. Et il ne faut pas qu'on aille vers la faillite de la représentation, la démocratie indirecte. Parce qu'aujourd'hui, cette représentation du peuple sénégalais, si les députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui peuvent impulser, orienter, ne font pas le travail, les questions vont se régler dans la rue. C'est ce qui s'est passé, ce qui commence même à se passer dans des démocraties modernes, comme en France avec les gilets jaunes, etc. Nous devons davantage donner beaucoup plus d'importance cette représentation, que ceux qui viennent pour le peuple viennent exclusivement pour défendre les intérêts des populations. Le président de la République a été élu au suffrage universel direct, les députés sont élus au suffrage universel direct. Chacun son rôle. Donc je pense que c'est ça véritablement le véritable problème qu'il faut régler. Mais fondamentalement, encore une fois, si nous n'avons pas des Sénégalais imbus de principes, de valeurs en masse au niveau des sphères de décision, nous aurons toujours ces mêmes résultats. Nous aurons toujours ces mêmes résultats, mais on le sait, il y a un certain cordon ombilical qui lie l'exécutif au législatif, quoi qu'on puisse dire, surtout que nous sommes dans un régime hyper présidentialiste. Et maintenant, cher Omar, le 23 juin 2011, sauf pression populaire, il est clair et certain que le projet de loi du président Abdoulaye Wade allait passer comme lettre à la poste. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut impérativement voter tout ce qui provient de l'exécutif? Pour moi, non, parce que, bon, le député est libre pendant 5 ans, c'est vrai, de pouvoir faire des choix par rapport aux propositions de loi. Là, ou peut-être, parce que c'est vrai que l'honorable a dit qu'il faut des principes, des hommes de valeur qui arrivent à l'Assemblée nationale. C'est bien, l'Assemblée nationale aussi, il n'est écrit nulle part que le député doit savoir lire et écrire, donc on a toute une composante de bien, mais il n'en demeure pas moins que c'est les partis qui choisissent ceux qui viennent à l'Assemblée nationale, et ils ont plus ou moins une mainmise sur les décisions. Pour moi, c'est le système qu'il faut changer. Le système aujourd'hui de Raougadou, le système de qui fait que quand les députés arrivent à l'Assemblée nationale, ils se retrouvent dans une position redevable au parti au pouvoir. Et même si ce n'est pas un parti au pouvoir, il y a quand même des partis qui viennent avec des lignes de conduite. Et si vous sortez de ces lignes de conduite, soit vous êtes sanctionné ou isolé. Ça, on le sait. Pour moi, de mon point de vue, c'est le système, c'est quoi? C'est de dire aujourd'hui, il faut plus d'inclusivité. Dans une de mes propositions, j'ai dit qu'il faut avoir des assemblées régionales. Vous avez 10 députés, 14 régions, ça revient au même nombre de députés ici, qui reviennent après au niveau national. Au moins, ils ont été choisis au niveau régional, ils ont battu campagne,
Et ils sont revenus, ils ont été élus. Ils ne sentent pas cette nécessité-là d'avoir un lien ombilical avec le parti au pouvoir. Même si un parti le porte, ils pourront défendre carrément leur région et dire que moi, voici ma position. Vous avez vu le système en Allemagne. Comment ça fonctionne. Vous avez, parce que cette force de pouvoir être, de dire qu'on m'a élu et je me suis battu pour être le représentant de telle et telle région, fait en fait que le député-là ne se sent pas obligé de voter ou de suivre la ligne carrément du parti. Vous regardez le système belge. Ça se passe de la même manière. Aujourd'hui, vous pouvez être sur une liste, mais si les gens, même si vous êtes 10e, votent plus pour vous, vous passez et les autres sont recalés. Mais vous sentez que le peuple, vous sentez que aujourd'hui, on sent que avec les partis politiques, c'est le chef de parti, le président Macky Sall va dire « je veux que cette loi-là passe ». On peut s'opposer. On a vu la loi sur l'acte 3 de la décentralisation, on a vu beaucoup de lois, on s'est opposé, mais la majorité gagne toujours. Donc vous voyez, mais dans d'autres démocraties, certaines lois ne peuvent pas passer. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a une majorité, regardez ce qui se passe avec le Brexit en Angleterre. Il y a quand même une opposition qui est là, qui est responsable et qui fait son travail parce qu'ils ne se sentent pas liés directement avec leur parti. Et je pense que ce lien très fort avec le parti fait en sorte que quand vous dites, vous trouvez des députés que vous dites « ah, moi, je vais voter parce que moi voter ». Donc, ils votent. Et cette crainte d'avoir cette épée de Damoclès-là, si on n'arrive pas à l'enlever, on peut avoir des hommes imbus de valeurs qui viennent à l'Assemblée nationale, on en a vu. Mais la volonté est de buter des fois à cette majorité mécanique, fait des fois que les gens finalement ne peuvent plus se battre comme ils veulent et perdent espoir. Parce que la machine est tellement forte, vous avez beau parler, vous avez beau conscientiser, vous avez beau dire que ce projet de loi-là n'est pas bon, mais finalement, ils vont le faire passer. C'est bien après coup qu'ils vont venir pour dire non, mais vous voyez, on a constaté, il faudra. Mais en plus de ça, il n'y a aucune évaluation des lois qu'on a votées. Comme il dit, il y a une commission de délégation qui ne fait pas son travail. On ne sait pas l'effectivité des lois. Est-ce qu'il faut aujourd'hui les conserver? Est-ce qu'il faut les revoir? Comment ça a impacté les populations? Absolument rien du tout. Donc l'Assemblée nationale, pour moi, aujourd'hui, doit aller vers des réformes profondes. Et si aujourd'hui on doit répondre aux besoins des populations, et pourquoi il y a une crise du Parlement partout dans le monde, c'est parce qu'il y a une demande plus exigeante des citoyens de transparence, de redevabilité parlementaire, mais un souci aussi d'avoir une meilleure maîtrise des politiques publiques, qu'ils sentent que les dirigeants ne font pas ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on a le cas du Liban. Regardez, avec tout ce que Hariri a proposé, les Libanais continuent de manifester. Cela se Donc passe il y a une réelle crise entre les partis au pouvoir ou les dirigeants avec leur peuple. Comment aujourd'hui vous pouvez expliquer qu'un monsieur qui n'a pas eu de parti politique puisse être nommé président en Tunisie, qui sort de nulle part, avec aucun appareil politique? L'antisystème complètement. Il y a quelque chose où nous on doit analyser quelle est aujourd'hui l'attitude que les citoyens voient à travers le politique, quelles sont les réformes qu'ils veulent et les être à leur écoute. Et nécessairement, on doit faire cette approche de réforme fondamentale. Sinon, on va passer à côté et généralement, ça va créer des crises extrêmement importantes. Moi, j'ai l'habitude de dire, Chomar, pour paraphraser un grand frère, Séné Saliou Gueye, qu'il nous faut aller dans le sens d'organiser un scrutin, une nominale à 2 tours, des sortes de primaires dans les partis, peut-être pour permettre justement à la base de choisir cela et cela qui doit figurer sur les listes. Maintenant, vous avez parlé du camp de la Tunisie, du Liban, mais quand on regarde un peu partout à travers le monde, même en Bolivie, au niveau du Chili présentement, un peu partout, c'est des mouvements populaires aujourd'hui qui se soulèvent pour faire face à l'exécutif, mais également pour dénoncer certaines lois que votent leurs députés. Alors, dans ce sens-là, est-ce que le Sénégal peut être épargné justement de ces crises? Oui, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, aujourd'hui, si la démocratie indirecte est en faillite, et si la représentation des populations n'est pas bien prise en compte, bien entendu, les populations sont obligées de s'exprimer dans la rue. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que, et je reviens sur ça. Vous savez, dans notre système, il y a deux possibilités d'être député. Il y a le système proportionnel, le système majoritaire. Donc, bien entendu, il y a des députés qui viennent de départements, qui sont élus à travers une liste, etc. Donc, quelle que soit
en réalité le chef de parti ou le parti concerné, etc., c'est sur une liste. Maintenant, est-ce que cette personne est capable de représenter convenablement le peuple sénégalais une fois à l'hémicycle? C'est ça la question, c'est pas autre chose. Est-ce que la personne choisie est capable de représenter convenablement le peuple sénégalais? Est-ce que cette personne est capable de mettre en avant ses propres prérogatives en tant que député? Je donne l'exemple au niveau de la 11e législature, si je ne me trompe, avec le jeune Wakli, qui était de la coalition SOPI et qui, pourtant, à chaque fois que de besoin, dénonçait justement certaines lois que proposait sa majorité. Exactement, mais le plus souvent, ils ne sont pas nombreux. Vous savez, le principe de la majorité n'est pas une mauvaise chose. On ne peut pas être dans une assemblée où il n'y a pas de majorité, il y a des blocages à n'en plus finir. Ça, c'est clair. Mais le problème, ce n'est pas la majorité. Le problème, c'est on est d'accord autour de quoi? Parce que la vérité est que nos démocraties posent problème parce qu'il y a de la complicité au sommet. Parce qu'il y a de la complicité entre l'exécutif et le Parlement. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a de la complicité entre le président Macky Sall et le président Moustapha Niasse. Tout ce que le président Macky Sall veut faire à l'Assemblée nationale, c'est avec la complicité du président Moustapha Niasse. Il y a cette complicité avec sa majorité et ils sont d'accord autour de quoi? Le plus souvent, ils ne sont pas d'accord autour de principes, c'est ce qui est dommage. Le plus souvent, ils sont d'accord autour de partage de responsabilités ou partage de sinécures. C'est ça le véritable problème. C'est pourquoi je dis, si ceux qui se retrouvent au niveau des sphères de décision ne sont pas imbus de valeurs, de principes, ne sont pas conscients de leur rôle en tant que représentants du peuple, mais ça pose problème. Ça veut dire qu'il y a une facilité d'aller vers des complicités, des connexions au détriment du peuple sénégalais. Et c'est ça ce qui se fait le plus souvent. Les connexions au niveau de la justice, il faut le dire également, la justice, l'exécutif, le législatif, ce sont des hommes qui s'interconnectent pour travailler sur le dos des populations. C'est ça le véritable problème. Ce ne sont pas les lois, ce ne sont pas la justice, il y a des lois qui sont là, le Parlement, il y a des prérogatives qui sont là, l'exécutif, etc. Mais ce sont ces gens de complicité. C'est pourquoi je dis, encore une fois, que nous devons travailler à avoir des personnes au niveau des sphères de décision, en majorité, imbus de valeurs, de principes, qui sont là pour le peuple sénégalais. Si ce n'est pas le cas, vous avez donné énormément d'exemples et ça ne va pas s'arrêter. Ce sont les populations elles-mêmes qui vont prendre les choses en main. Mais ce qui s'est passé dans le monde arabe un peu partout, est-ce que ça a eu l'effet escompté? Est-ce qu'en Libye ça a eu l'effet escompté? Est-ce qu'en Égypte ça a eu l'effet escompté, etc. La rue n'est pas forcément la solution. Parce que la rue ne trouve pas de solution. La rue a pour objectif le plus souvent de faire disparaître ce qui est devant, ce qu'on ne veut plus voir. Mais la rue n'a pas cette possibilité de mettre en place quelque chose qui est solide, qui peut transcender énormément de questions et qui peut propulser le pays vers l'avant. Donc la solution, ce n'est pas la rue. La solution, c'est de travailler au niveau des structures et pour mettre au sein de ces structures des personnes capables de pouvoir les tenir et de pouvoir travailler pour les intérêts des populations. C'est pourquoi je dis, le véritable travail, c'est la conscientisation. C'est la conscientisation. Parce qu'aujourd'hui, et la sanction, c'est deux choses. Aujourd'hui, nous qui faisons de la politique, nous devons davantage parler aux populations parce qu'en réalité, les listes là, qui va à l'urne pour voter pour ces listes, ce sont les populations. Est-ce qu'on sanctionne suffisamment? Est-ce qu'au bout de 5 ans, par exemple, on voit que le président Macky Sall, lors de la 12e législature, il a eu une majorité? 5 ans après, évaluons, qu'est-ce que cette majorité a pu faire? Lors de la 12e législature avec Cheikh Omar, est-ce que cette majorité a travaillé pour les intérêts des populations? Non, on a eu énormément de crocs en jambes, etc. Nous avons voulu faire énormément de choses, mais on ne nous a pas permis de le faire. Mais c'était aux populations de sanctionner cette majorité-là. Mais malheureusement, il y a eu un renouvellement. Donc, les responsabilités sont partagées. Est-ce que le peuple est assez prêt? Est-ce que le peuple est assez conscientisé? C'est là où se trouve la question. Mais je pense que c'est une question de personne. Quand on aura des gens au niveau de l'exécutif, au niveau du Parlement, au niveau de la justice, qui ne verront que les intérêts des populations, et qu'il y a une petite minorité qui travaille pour ses propres intérêts, cette minorité va s'effacer.
Mais tant que la majorité, c'est la majorité qui est là pour qu'il y ait des connexions et travailler pour leur propre intérêt, nous serons encore dans ces situations-là. Et c'est ça qu'il faut renverser. Dans ce cas, il faudra impérativement mettre en branle l'antisystème pour reprendre l'autre. Et par rapport à ce qu'il se passe en Tunisie et peut-être un peu partout. Je ne sais pas si c'est mettre en place l'antisystème. Parce que vous savez, ce que vous s'est passé en Tunisie ou ailleurs, bon, ça nous a épargné ou pas, mais le 23 juin, c'était un cas. Le 23 juin, il y a une loi qui était là, sur la table, et que les populations ont dit cette loi ne va pas passer. Donc, bon, aujourd'hui, les populations ont comme levier de pression de pouvoir sortir et d'exprimer leur voix. Parce que comme les problèmes ne se règlent pas au sein de l'hémicycle, eux, ils se sentent le besoin aujourd'hui de sortir et de dire, écoutez, regardez le cas de la Somalie. Pendant combien de temps les populations ont été dans la rue? Aujourd'hui, regardez le cas de l'Algérie. Vous avez eu chaque vendredi des manifestations pour empêcher la tenue des élections présidentielles. Et comment la rue a chassé le président Bouteflika. Donc, des fois, la Révolution française, elle est venue d'où? Donc, il y a une révolte face au système qui est sur place. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons peut-être plus ou moins, nous ne sommes pas au niveau de certains pays en termes de vouloir vraiment aller contre le système carrément. Je suis d'accord avec l'honorable, il faut des hommes de valeur, il faut des hommes de principe. Si vous dites Macky Sall et Moustapha Niasse, pour eux, ils ont le principe. Vous définissez le principe par rapport à qui et par rapport à quoi? Mais Moustapha Niasse, voilà. Il a incarné les trois systèmes. C'est ce que j'ai dit. C'est les responsabilités maintenant. C'est les responsabilités maintenant qu'il faut définir dans le système. Vous êtes chef de l'Assemblée nationale, vous êtes président de l'Assemblée nationale, et les prérogatives qui vous font que vous avez ces responsabilités-là doivent vous permettre de défendre l'intérêt du peuple sénégalais. Et ça aussi, il faut l'indépendance totale de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le régime présidentiel fait en sorte que... Pourquoi on développe souvent les questions judiciaires, la justice et l'injustice? Pourquoi? On voit tout le temps des dossiers manipulés par l'État. Où est l'indépendance de la justice? Il y a des choses qui ne... Regardez le cas de Trump aujourd'hui avec la justice américaine. Regardez son problème avec le Sénat américain. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez avoir ce cas-là? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez avoir ce cas-là au Sénégal? Non. Parce que la majorité fonctionne, c'est vrai, il faut une majorité, sinon vous allez vers l'anarchie, mais il ne faut pas une majorité mécanique. Il faut au moins des hommes qui sont raisonnables. Vous voyez des fois des députés qui transcendent le parti pour voter contre parce qu'ils disent non, ça ne fonctionne pas. Et ils ne subissent pas une sanction du parti d'en haut parce que le parti n'a pas de levier direct sur eux. Même s'ils font partie du parti des républicains ou démocratiques, ils ont une indépendance dans leur manière de fonctionner. Et je pense que c'est vrai, nous devons tous travailler. Et ça aussi, à conscientiser les populations. Parce que le combat du politique aujourd'hui, on l'a fait, on a conscientisé, on a manifesté sur le terrain. Et on se demande à un moment donné, est-ce que nous parlons bien aux populations? Est-ce que le message passe? Mais on ne comprend pas qu'aujourd'hui, on dise que la 12e législature est la plus nulle et qu'on ramène la 13e législature qui est plus majoritaire que la 12e législature. Donc, où est-ce qu'on a ces problèmes de fonctionnement-là? Est-ce que la population est consciente que le travail du parlementaire est important et qu'il faudra donner, je ne dis pas à la majorité, mais au moins à des députés le rôle de pouvoir jouer effectivement le contrôle budgétaire, ou il faut donner tout à la majorité et s'attendre à ce que les lois passent comme les lettres à la poste? Parce que si on regarde jusqu'à présent le député, on le regarde avec les moyens de l'État, on parle beaucoup de salaire et tout ça, mais personne ne sait tous les sacrifices que quelqu'un a fait pour travailler, pour quitter chez lui, pour aller aller conduire 5 heures de temps, aller au Fouta, aller à tel, quelque chose s'est passé à Thiès, tu as beaucoup mis là-bas, quelque chose s'est passé à... Le député est à la merci de tout le monde. Il ne faut pas regarder le côté financier, il faut voir les moyens qu'il faut mettre à côté de ces députés-là pour qu'ils travaillent efficacement. Je terminerai pour dire, par exemple, vous regardez en Allemagne, vous avez un député qui est secrétaire d'État, et ce sont des jeunes députés qui sont décrochés auprès des ministères pour apprendre le rouage du fonctionnement de l'État. Et ça montre aujourd'hui la continuité et la générosité. C'est ce qui manque aussi dans notre espace, que ce soit politique, que ce soit dans les ONG ou partout. L'une des difficultés qu'on a, c'est qu'il n'y a pas assez de générosité pour laisser les autres éclore. On pense que le système doit s'arrêter à nous et nous devons toujours être devant, et que tous les autres doivent être derrière. Alors qu'aujourd'hui, il faut laisser les compétences, il faut laisser les hommes de valeur, les jeunes qui sont là, qui veulent faire mieux pour le pays, éclore. Sinon,
malheureusement, on n'aura plus les compétences nécessaires pour diriger le pays. Comme il dit, il faudra qu'à un moment, une masse critique des jeunes, responsables, capables de diriger le pays. Aujourd'hui, nous étions députés, d'autres vont venir derrière. Mais ce que nous avons capitalisé comme expérience, nous pouvons continuer à servir ça ailleurs. Et ça, il faut que les gens et les jeunes prennent l'exemple pour dire, nous prenons des responsabilités, nous savons défendre les besoins des populations, nous sommes là pour le peuple sénégalais et nous allons ensemble pour que le pays aille de l'avant. Mais si nous restons dans ces principes de vouloir vraiment aller garder, de faire des deals entre nous, nous allons droit vers le mur. Droit vers le mur, hein. Mais en tout cas, certains Sénégalais, en tout cas beaucoup plus âgés, se rappelleront de certains députés comme les Puritains Fall, ou des débats entre deux groupes parlementaires, deux présidents de groupes parlementaires, Abdourahim Agne d'un côté, Ousmane Ngom de l'autre, avec les Maîtres Babou. C'était véritablement des débats très riches, autant dans la forme que dans le fond. Les Sénégalais suivaient tout ce qui se passait à l'Assemblée nationale, mais apparemment ce n'est pratiquement plus le cas. Mais Thierno, est-ce que au-delà de tout cela, vous parlez de conscientisation tous les deux, mais est-ce que en réalité les Sénégalais savent-ils l'enjeu, les véritables enjeux de l'Assemblée nationale, mais surtout liés à la transparence dans sa gestion? Oui, non, bien entendu, il y a un défaut d'information sur vraiment le fonctionnement de l'Assemblée nationale, ça c'est clair. Mais est-ce que aujourd'hui, quel est le pourcentage? Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une étude sur ça. Quel est le pourcentage de députés qui comprennent bien les lois votées? C'est important. C'est important. Parce que c'est dommage, mais on n'a pas mis le focus sur l'encadrement du député. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on devait pouvoir recruter énormément d'assistants parlementaires. Parce que ce sont des questions éminemment techniques. Allez consulter un budget et vous allez essayer de lire le budget. Ce n'est pas facile de lire un budget. C'est vrai qu'il y a des formations, mais il y a un préalable pour comprendre certaines choses. Donc il y a énormément de députés déjà qui sont à l'Assemblée nationale qui ne comprennent pas ce qu'ils votent. Et ce sera plus compliqué avec le budget programme. Le budget programme, ça va être beaucoup plus compliqué. Et moi, j'avais pensé, vous savez, en France, il y a une réforme de 2001 où on permet aux députés de faire des déplacements au niveau des programmes, sans pour autant augmenter les ressources. Ça pouvait inspirer un peu et se dire pourquoi pas former les députés qui vont vers les populations, qui savent ce qui se passe dans le pays, une fois face à un programme, se dire mais pourquoi pas ne pas faire ceci au lieu de cela. Mais le député n'a pas cette possibilité. Ça veut dire qu'on leur met dans leur situation où on leur dit écoutez, vous êtes là pour voter oui ou pour voter non. Vous avez peut-être votre mot à dire, mais ça reste dans l'hémicycle. Vous n'avez pas la possibilité de toucher au budget. Vous n'avez pas la possibilité de mettre en place des amendements qui puissent, en tout cas, refléter votre connaissance du pays et le fruit de votre travail. Parce que quand un député fait le tour du Sénégal, quand un député reçoit des syndicats, etc., mais c'est pour pouvoir impacter sur la politique du gouvernement. Ce n'est pas pour pouvoir tout simplement dénoncer. Sinon, le député devient juste un syndicaliste. Donc, ça pose problème à ce niveau-là. Maintenant, du point de vue de la transparence, effectivement, mais ça c'est le scandale. Moi, je dis, imaginez que depuis que l'Assemblée nationale est Assemblée nationale, personne ne sait comment on utilise les deniers de l'État qui sont affrétés à l'Assemblée nationale. C'est très grave. Mais ça, c'est le scandale du siècle. Vous vous rendez compte 15, 16 milliards, je ne sais plus, ça s'élève à combien, dépensés comme ça, sans qu'on puisse savoir où est-ce que ça a été mis? C'est extraordinaire. Et attention aux espèces sonnantes et trébuchantes. Nous-mêmes, nous avons voté en 2012, si je ne me trompe pas, un code de transparence. Mais quand même, c'est dans des pays, quand on parvient à leur dire qu'au Sénégal, en 2019, on ne sait pas comment on dépense l'argent affrété à l'Assemblée nationale, c'est extrêmement grave. Alors qu'il y a une commission, la commission comptabilité et contrôle, qui a des prérogatives très très claires, qui doit connaître l'état des dépenses et des recettes, qui doit présenter un rapport au niveau de l'Assemblée nationale pour dire voilà ce qu'on en a fait. Et ce n'est pas le cas. Donc on a l'impression que on essaie d'entretenir une nébuleuse. Il y a cette connexion, il y a le président de la République qui est connecté à ses alliés au sein de l'Assemblée nationale. Il y a une gestion nébuleuse de l'Assemblée nationale, aussi bien du point de vue du personnel que du point de vue des dépenses.
Donc il y a quand même un problème à ce niveau. Donc je pense aujourd'hui, d'abord il faut crédibiliser l'Assemblée nationale. Ça, c'est donner du crédit de l'Assemblée nationale que de faire en sorte qu'il y ait de la transparence en son sein. C'est donner du crédit de l'Assemblée nationale, de faire en sorte que les députés qui sont à l'intérieur puissent être au courant des tenants et aboutissants des politiques publiques. Parce qu'on ne peut pas dire, oui, nous allons contrôler les politiques publiques, c'est une nouvelle disposition de la Constitution. Mais comment vous allez contrôler des politiques publiques que vous ne comprenez pas? Comment vous allez faire? Pour la majorité, vous ne savez pas ce dont il s'agit. Ça pose problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de leur modification de règlement intérieur pour davantage donner des possibilités aux députés de contrôler l'action gouvernementale? Rien du tout. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que nous avons une institution qui permet au président de la République de caser un personnel, parce que ça aussi c'est un aspect qu'on ne dit pas souvent. Le personnel de l'Assemblée nationale s'élève à peu près, si mes souvenirs sont bons, à plus de 400 personnes. C'est ce qu'on m'a dit. Et je pense qu'il faut en tout cas, je peux même dire 1000. Si ça doit leur pousser à être transparent, je dirais 1000 pour qu'ils nous disent c'est combien. C'est pour dire qu'il y a une nébuleuse. Ensuite, au niveau des dépenses, il y a un problème. Donc, si aujourd'hui, on fait de l'Assemblée nationale un terrain ou une institution où on case des alliés, on augmente les commissions comme on veut, on donne des sucettes en veux-tu, en voilà, mais on ne met pas en avant les prérogatives des députés, on ne met pas en avant le contrôle parlementaire. Au contraire, on vous met des œillères et on vous demande juste de voter. C'est très dommage. Je pense qu'il y a une réforme profonde à faire à ce niveau-là et pour donner de l'importance à l'Assemblée nationale. Sinon, ça va être la rue. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la rue n'est pas forcément la meilleure solution. C'est soit la représentation indirecte durant un mandat et après les urnes. Mais pas la rue. Pas la rue, c'est important. Alors, honorable député Chormarsi, je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement en Afrique. Alors, ce qui veut dire que vous êtes en train de travailler sur toutes ces problématiques. Mais effectivement, parce que vous savez, vous faites un calcul facile. Vous dites, vous avez 8 vice-présidents à l'Assemblée nationale qui touchent 2 millions par mois, avec les avantages et tout ça. Ils ont un rôle de représentativité. Au-delà du président, vous avez 8 qui vont faire quoi? Représenter le président. Ils n'ont pas des dates dédiées claires. C'est des 8 vice-présidents. Enlevez-moi 4 vice-présidents. Vous enlevez 2 secrétaires élus. Il vous reste 4 même si vous voulez. Vous faites une économie de presque 800 millions à 1 milliard. Et ça, c'est un budget que vous pouvez dédier aux experts dont on parle. Et pour accompagner les députés. Pour qu'ils puissent faire un travail. Parce que, je donne des exemples. Les gens ne le savent pas. Peut-être pas assez, mais l'histoire de l'aéroport de l'AIBD, quand il y a eu des problèmes avec les populations pour que cette histoire-là soit décantée, mais qui l'a réglé? C'est nous. C'est l'honorable député Elentine. Il y avait l'honorable député Elentine qui a porté le combat. Nous nous sommes joints au combat. Nous avons tenu des ateliers pendant 3 jours, 72 heures. Et nous avons trouvé une solution là où l'État et la direction de l'aéroport ne pouvaient plus s'entendre avec les populations. Il y avait l'honorable député Makedjor, Sirendia et tout ça. Mais c'est les députés qui ont joué un rôle important pour décanter la situation. La crise universitaire, c'était l'implication des députés de la 12e législature qui l'a réglée. Quand il y a eu la houle en Rufisque, nous étions là-bas avec les populations. Ça a attiré l'attention de l'État. Nous avons mené des combats dans le cadre de l'environnement. Nous sommes allés jusqu'à dans des régions pour porter le plaidoyer des populations. Mais vous le faites comment? Vous le faites au nom et pour les populations. Imaginez maintenant que de manière plus efficace et de manière plus effective, le député puisse s'orienter vers ce plaidoyer-là, vers cette redevabilité de pouvoir porter les doléances. Arrivé au moment où de faire le budget, il aura assez d'informations et assez d'outils pour dire, dans la formulation des politiques publiques, prenez en charge les questions environnementales. Aujourd'hui, nous avons laissé 400 000 € derrière nous pour un des réseaux, pour travailler sur la question de la foresterie. Alors que l'agence de la foresterie n'était pas encore là. Donc on a anticipé sur ces questions de protection de l'environnement. Nous sommes allés jusqu'à Paris pour participer à la COP21, pour porter le plaidoyer des parlementaires dans ce sens-là. Nous sommes allés jusqu'en Mexico
pour porter le plaidoyer du Sénégal sur les questions de changement climatique. Nous avons été écoutés. C'est ce qui a amené qu'on puisse aujourd'hui nous intégrer dans des programmes internationaux dans le cadre environnemental. Le travail du député est important. Maintenant, comme il le dit, si la perception des Sénégalais, et c'est ce qu'il y a, c'est que l'Assemblée nationale, c'est pour caser. Vous n'avez pas la transparence. Vous ne pouvez pas dire aux autres, soyez transparents et je vous contrôle si vous n'êtes pas vous-même. C'est pas possible. Vous avez au Bénin, dès que la session commence, la première chose que le Parlement fait, c'est de présenter son budget. La première chose, c'est de présenter le budget. Qu'est-ce qui nous empêche en tant que démocratie à avancer? On le fait de chanter partout. On aime dire que les Sénégalais sont les premiers partout. Mais pourquoi pas premier en transparence dans la gestion budgétaire à l'Assemblée nationale? Dès l'ouverture de la session, les députés ne doivent pas courir pour les postes. La première chose, dès que le président de l'Assemblée est nommé, c'est de dire nous avons travaillé le budget de l'année dernière, nous avons dépensé tant, voici les rubriques budgétaires, voici là où vous pouvez contrôler le budget. Aujourd'hui, jusqu'à présent, une partie du service financier de l'Assemblée nationale n'est pas informatisée. Donc, ça, c'est des problèmes. Je ne peux pas, moi, comprendre aujourd'hui qu'on dise on va aller vers des programmes on va aller vers des budgets programmes pour une meilleure transparence, et ceux qui doivent jouer et contrôler ceux qui gèrent les deniers publics, eux-mêmes ne veulent pas être contrôlés. Ça n'a pas de sens. Mais donc, il faudra que l'on lâche bien évidemment les corps de contrôle tels que l'inspection générale d'État et d'autres corps de contrôle pour pouvoir et c'est le seul point où vous voyez l'Assemblée nationale dire qu'ils ont des prérogatives et qu'ils ne veulent pas que les gens entrent à l'Assemblée nationale. C'est le seul point où le législatif et l'exécutif est vraiment différent sur le fait qu'ils ne veulent pas que les corps de contrôle viennent à l'Assemblée nationale. Pour quelle raison? Nous nous n'étions pas des voleurs à l'Assemblée nationale pour cacher des choses là-bas. On connaît le salaire des députés, c'est 1 300 000, on connaît le salaire des vice-présidents et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faut montrer aux populations, qu'ils sachent aujourd'hui que voici tant de milliards qu'on a mis à l'Assemblée nationale, voici les budgets dans lesquels l'argent est mis, et voici le résultat et les objectifs atteints à la fin de la session budgétaire. C'est tout ce que la population sénégalaise demande. Sinon, je ne vois pas la cohérence de vouloir contrôler un gouvernement si vous-même vous n'êtes pas clair. C'est important. Mais Thierno, vous avez beaucoup insisté sur justement le niveau de conscientisation, mais également le niveau d'organisation des partis politiques avec des hommes et des femmes de principe et de valeurs. Mais au Sénégal, on a l'impression que nous sommes dans de perpétuelles combinaisons politiques. C'est-à-dire, c'est justement des jonctions, mais avec des intérêts qui n'intéressent pas directement justement les populations. Est-ce qu'en réalité, tant que nous serons en direction de ce cap-là, nous aurons une assemblée de rupture, une justice de rupture, un exécutif de rupture, des directions générales de rupture, etc. etc. Tu sais, Abdoulaye, le véritable problème, c'est qu'il y a beaucoup trop d'observateurs au Sénégal. C'est-à-dire que les gradins sont remplis, il n'y a pas assez de joueurs. C'est le véritable problème. On dit, oui, il y a des combinaisons, telle personne a fait telle chose. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? C'est la question. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Si on veut se contenter d'une certaine classe politique, mais cette classe politique ne fera que ce qu'elle a l'habitude de faire, rien ne va changer. Par contre, si on prend la décision de tourner cette page et de faire les choses autrement, mais on doit pouvoir le faire avec les populations. C'est aussi simple que cela. Parce qu'en réalité, moi, je dis toujours que chaque gouvernement, chaque homme politique a vécu une époque, a travaillé dans un contexte, a pris des décisions dans un contexte. C'est pourquoi quand je fais une comparaison, je ne fais jamais de comparaison entre les hommes politiques d'hier et les hommes politiques d'aujourd'hui. Chacun avec son contexte, la mentalité de sa population, l'évolution des mentalités, etc. Mais fondamentalement, on doit aller vers une rupture progressive. On doit aller vers un renouvellement de la classe politique. C'est ça la vérité. Et ça, il faut des hommes et des femmes de courage, qui prennent le courage à deux mains, qui se mettent en avant. Il faudra qu'ils soient accompagnés par les populations.